Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce mardi 12 avril, il y a la pauvreté qui concerne presque un habitant de la région sur 5. D'après des chiffres de 2008 publiés par l'INSEE, les familles monoparentales et les jeunes sont les plus touchés. Roger Rabier a coordonné cette étude en Languedoc-Roussillon pour l'INSEE. Il est notre invité ce soir. L'aquarium Mare Nostrum, nouvelle version, a ouvert ses portes cet après-midi à Odysseum. 1200 mètres carrés de plus, dont 800 mètres carrés accessibles au public. Une centaine de nouvelles espèces dans 9 bassins. Visite guidée dans ce journal. Et puis sport, vous connaissez les rugbyman du MHR, vous les suivez chaque semaine sur notre antenne. Mais ce soir, vous allez rencontrer une figure du club, un homme de l'ombre, c'est l'intendant du Montpellier Rugby, son portrait sportif dans cette édition. Mais on commence ce journal par une grosse prise de stupéfiants effectuée par la police. 13 kilos d'héroïne ont été saisis dans une voiture à La Paillade dans la nuit de samedi à dimanche. 2 Hollandais et 3 Montpelliérains âgés de 20 à 38 ans ont été arrêtés. Ils avaient aussi sur eux 80 000 € en liquide. 13 kilos d'héroïne, ça peut représenter 1,5 million d'euros. On écoute Benoît Desmartins, c'est chef de la sûreté départementale de l'Hérault, tout à l'heure au micro de Louis Tolleron. Pardon. Légitimement penser que les 3 Montpelliérains étaient en haut de la pyramide et donc avec une multitude ensuite d'étages, comme ça se produit sur le marché des stupéfiants, donc avec à la base le client lambda et puis après des vendeurs, le vendeur du dessus, etc. Donc si on considère qu'il y a 4 ou 5 ou 6 coupes d'effectuer sur ces 13 kilos, vous multipliez par 4, 5, 6, donc en termes de kilos, vous arrivez facilement à 60 kilos en sachant que les consommateurs achètent par gramme, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, donc vous imaginez le nombre de personnes qui auraient pu se fournir de ce produit-là. Le Languedoc-Roussillon fait donc encore partie du trio de tête des régions où la population est la plus pauvre de France. En 2008, 18,1% des habitants de la région vivaient en dessous du seuil de pauvreté. C'est l'une des conclusions d'une étude publiée par l'INSEE. C'est quand même 5 points de plus que le niveau national qui est de 13%. Dans notre région, la pauvreté concerne 470 000 personnes. Bonsoir Roger Rabier. Une fois de plus, le Languedoc-Roussillon est mal classé sur le terrain de la pauvreté. 3e plus mauvais résultat national, je le rappelais, derrière le Nord-Pas-de-Calais et la Corse. Une première question générale, puis on se retrouve en fin de journal pour développer. Cette situation a-t-elle tendance à se stabiliser? Comment évolue-t-elle d'année en année? Donc, les calculs sont faits pour la région depuis 2006. Donc, entre 2006 et 2008, on a une stabilité dans la région. Par contre, au niveau national, on calcule cet indicateur depuis plus longtemps. Et il faut savoir qu'en France, il a plutôt tendance à baisser sur longue période. En 1970, il était à 18%, le niveau du Languedoc-Roussillon, et est à 13% aujourd'hui. Donc ça a baissé sur le plan national, mais on reste stable. Sur une période plus courte, on reste stable dans la région. On se retrouve en fin de journal pour développer ce sujet région, toujours, et hasard du calendrier. La séance plénière du Conseil régional, c'est ce jeudi. Au programme, 1600 dossiers et la validation de 218 millions d'euros d'investissement. Ce matin, Christian Bourquin, le président de région, tenait une conférence de presse pour détailler ces investissements qui seront menés dans l'éducation, la formation professionnelle, le développement économique, les transports ou le logement. On écoute le président de région qui revient sur une mesure phare validée cette semaine, l'ordinateur portable pour les lycéens. Écoutez. Sur les ordis, nous tenons notre engagement de campagne électorale. Nous étions engagés à livrer à chaque jeune un ordinateur portable, c'est ce que nous faisons. Mais je voudrais signaler à vos téléspectateurs qu'il ne s'agit pas que d'acheter un ordinateur et le transmettre aux jeunes. Il s'agissait également d'équiper l'ensemble des 140 lycées de la région en réseau pour que finalement il y ait un espace numérique de travail, c'est-à-dire des échanges entre tout le monde, ce lien entre les parents et les enseignants, ce lien du jeune avec ses enseignants entre eux. Bref, c'est toute cette évolution que nous sommes en train de consacrer aujourd'hui et le recteur, l'ensemble des proviseurs et les enseignants qui travaillent également à ce que chacun adopte cette nouvelle façon de travailler.
Politique toujours avec les suites de la plainte déposée la semaine dernière par le Parti socialiste contre son ancien premier secrétaire de la Fédération héroltaise, Robert Navarro. Cette fois-ci, c'est Jean-Pierre Moore, le président de l'Agglo, qui monte au créneau dans un courrier adressé à Martine Aubry. Il demande un rendez-vous avec la première secrétaire du PS et Alain Fontanel, le secrétaire national à l'animation des fédérations. Jean-Pierre Moore souhaite que les militants et élus socialistes, comme lui, aient accès au dossier qui a conduit le PS à porter plainte contre Robert Navarro. Le président de l'Agglo veut aussi remettre à plat l'organisation de la tutelle de la Fédération héroltaise. Il souhaite que le calme revienne au PS. Il l'a précisé ce matin au micro de Jean Brun. Je vous propose de l'écouter. J'ai écrit tout simplement parce que je crois qu'il est temps d'arrêter un peu, j'aurais tendance à dire halte au feu, d'autant qu'on voit partir dans tous les sens des déclarations ou des bribes d'informations à laquelle tout le monde ne l'a pas connu. Bon, on ne règle pas ce genre de choses-là par une chicaille. Bon, il y a une analyse, il y a un rapport qui a été produit, bon, que ce rapport on aille au bout, effectivement. S'il y a des éléments, bon, mais j'ai lu que la justice allait être saisie, bon, mais qu'elle fasse son travail si tant est que ce soit nécessaire, mais qu'on ne balance pas tout ça à la figure de tout le monde, sans savoir les informations qui sont communiquées ne sont pas les mêmes pour tous. Donc moi j'appelle de la sérénité, de la lucidité également, du calme. Et puis l'objectif c'est avoir un vrai comportement politique et j'appelle la direction nationale à aller dans ce sens-là. Je pense que si la tutelle est maintenue, c'est un peu, elle est prolongée de 6 mois, le moment est peut-être venu de l'ouvrir, de respirer positivement par rapport à tout ça de manière adulte. La chasse aux voitures volées est ouverte dans l'Hérault et le Gard. Les gendarmes sont à présent équipés de plusieurs véhicules très spéciaux à Lunel et à Nîmes. Ils sont pourvus d'un système d'identification automatique des véhicules recherchés. Olivier Michel a pu découvrir un exemplaire gardois de cette nouvelle voiture de gendarmerie high-tech. Regardez. Au vu des chiffres concernant les véhicules volés dans le département, le groupement de gendarmerie du Gard vient de mettre 2 véhicules en circulation équipés du système LAPI, lecture automatique de plaques d'immatriculation. Il s'agit de 2 caméras capables de lire en quelques millièmes de seconde une plaque d'immatriculation et de la comparer au fichier des véhicules volés. Il y a plus de 1800 véhicules volés rien que pour l'année 2010 en zone gendarmerie, pour la seule zone gendarmerie. Concernant la compagnie de Nîmes, c'est 566 véhicules volés sur la seule compagnie de Nîmes. Le système de caméra LAPI est capable de lire 5000 plaques par heure. Pour se rendre compte, une patrouille actuellement ne peut contrôler en moyenne que 200 plaques par jour. Une petite révolution dans la manière de travailler pour les gendarmes. En temps réel, l'opérateur qui est dans la voiture a le message lui disant « Ce véhicule que vous venez de croiser et dont voici la photo est volé ou est recherché pour tel motif ». D'ailleurs, cet appareil qui est en marche depuis quelques jours, qui est utilisé depuis quelques jours, a déjà montré toute son efficacité. On a déjà pu, en l'espace de 3 jours, repérer 6 véhicules volés. A noter que ces véhicules seront équipés également de 6 autres caméras effectuant la vidéosurveillance. Une protection supplémentaire pour les gendarmes. Cette vidéo pourra également servir en cas de litige sur des infractions. Concernant la protection de la vie privée, les images seront conservées au maximum 8 jours si elles ne font pas l'objet d'une enquête particulière. Avant l'été, le groupement de gendarmerie du Gard comptera 4 véhicules équipés sur les 220 qui seront mis en circulation sur tout le territoire français. La police nationale et les douanes sont également en train d'être équipés des mêmes moyens technologiques. Il était en travaux depuis plusieurs mois. À présent, l'aquarium Mare Nostrum fait 1200 mètres carrés de plus et il est ouvert à nouveau au public depuis cet après-midi à Odysseum. Une centaine de nouvelles espèces sont arrivées dans 9 bassins avec notamment un poulpe géant. Ghislain Fondevilla et Louis Tolleron vous proposent de plonger dans Mare Nostrum, nouvelle version. Mettez vos masques et votre tuba maintenant. km/h, c'est la puissance d'un ouragan reproduite dans ce simulateur, le premier en Europe. Il fait partie des 800 mètres carrés d'agrandissement de l'aquarium de Montpellier. Aujourd'hui, les visiteurs ont donc pu découvrir la nouvelle exposition phare du Mare Nostrum intitulée Histoire d'île. On a pu voir tout ce qu'on peut retrouver au fond de la mer. Et bon, c'est vrai que ça passe assez vite quand même, mais c'est sympa, quoi. C'est très sympathique. Moi, c'est la première fois que je viens et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Moi, je me suis régalée et je reviendrai parce que franchement, c'était magnifique. Cette exposition, prévue sur 2 ans, sensibilise sur la fragilité des îles et l'impact de l'homme sur la biodiversité. Pour l'aquarium, il s'agit avant tout de faire passer un message grâce à un bassin tactile et des espaces pédagogiques.
On a 1800 mètres carrés. On n'en monte que 800. Il y a tout le reste qui est les tripes, qui est tout ce qui sert à faire ça. Et dedans, il y a 3 salles pédagogiques. 3 salles pédagogiques entièrement équipées qui vont permettre à l'équipe pédagogique qui a été doublée en fonction de ça, de travailler et de faire passer tous les messages qu'on a à faire passer, aussi bien les messages des insulaires que les nôtres. La biodiversité, les gestes qui font la nature, la préservation des océans, qui veut dire 70% de la planète, les océans, donc préservation de la planète. Donc tout ça, ça va passer et notre ambition est très claire. Aujourd'hui, on fait 20 000 élèves par an, l'ambition est 60 000. Nager avec les requins n'est pas encore au programme de l'aquarium, cependant, le câlin avec les roussettes est toujours possible. Voilà, à découvrir à Odysseum. Il ne fait pas partie des stars du rugby montpelliérain et pourtant il occupe un poste très important. C'est l'intendant du MHR, un homme de l'ombre qui est quand même une figure de l'histoire du club. Son portrait est signé Olivier Brachard. C'est la caverne de Jean-Louis Hesch, l'intendant du MHR depuis presque 30 ans. Maillots, serviettes, chaussettes, bref, tout l'équipement des pros et des autres formations du club passe entre les mains de Jean-Louis. Cet homme est une vraie petite mère pour les joueurs et leur staff. Avec lui, il ne manquera jamais rien, à commencer par la Troussa Pharmacie. Dans une pharmacie, il y a un peu de tout. Il y a du synthol, de l'huile, camphrée, des bombes de froid, des pommades. De quoi désinfecter, de quoi faire des points rapides et du strap. Et les portiers d'affaires à gérer ? Au club, Jean-Louis a un surnom, tout le monde l'appelle Hep Hep Hep. Tous les jours, le même rituel, Jean-Louis arrive à 6h30, 1 heure avant les joueurs, prépare les tenues d'entraînement, puis fait des allers-retours entre son local et la zone vestiaire. Jour de match, c'est lui aussi qui prépare les tenues. Bénévole pendant de nombreuses années, il est aujourd'hui salarié. Le métier, c'est des vacances tous les jours. Hein. Je suis payé pour faire ce que j'aime faire. Alors moi, je suis en vacances depuis 10 ans. Ça, maître Yoda ? La saison prochaine, plus personne ne criera Hep 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 par-ci ou Hep 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 par-là. Jean-Louis Hesch veut arrêter. Il ne sera plus l'intendant des professionnels. Un peu par fatigue aussi pour finir sur une belle saison. Enfin, parce qu'il a du mal à se faire aux nouvelles règles du monde professionnel en club et dans le rugby français en général. Il y en a qui se prennent pour le bon Dieu. Et ils sont rien. Mais ça, c'est comme ça, c'est le rugby moderne, il faut s'y faire. Il faut l'accepter ou pas l'accepter, c'est tout. J'ai du mal à l'accepter. Voilà, et je vous rappelle que samedi, c'est la 23e journée de Top 14. Le MHR reçoit Bayonne à 14h30 à Yves-du-Manoir. Autre rendez-vous ce soir, un quart de finale très important de Coupe de France de volleyball. Crucial même pour le Montpellier Volley qui se déplace à Beauvais. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et puis un mot de foot avec le MHFC qui fait appel de la suspension d'Emir Spahic. Le défenseur bosnien avait été sanctionné pour un coup de coude donné à l'attaquant lensois Issam Gema le 19 mars dernier à la Mosson. Il avait écopé de 7 matchs de suspension. Enfin, on l'a appris en fin d'après-midi, le président de l'Arago de Sète, Pierre Dumoulin, vient de décéder. Il était malade et s'était retiré de la vie publique en 2010. Voilà, sans transition, nous revenons à cette étude que l'INSEE vient de rendre publique. Elle concerne la situation économique de la population du Languedoc-Roussillon. Je vous rappelle que, d'après ces chiffres de 2008, près d'un habitant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Rebonsoir, Roger Rabier. C'est vous qui avez coordonné cette étude pour l'INSEE. D'abord, ce chiffre, de 18% en 2008, est à comparer, 18% donc, de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, à comparer aux chiffres nationaux. En 2008, 13% sur la France. On est largement au-dessus avec 5 points de différence, c'est beaucoup, 5 points de différence sur une situation nationale et régionale comme celle-là.
Oui, c'est beaucoup. On se situe au 3e rang des régions les moins bien loties quant à cet indicateur. On peut évoquer des éléments d'explication qui ne sont pas étonnants. Le premier, c'est que le taux de pauvreté, c'est lié au taux de chômage. C'est dans les régions où il y a un fort taux de chômage, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Corse, qu'on retrouve des taux de pauvreté importants. Le taux de chômage qui traduit un déficit d'emploi dans la région. La deuxième explication qu'on peut donner à cet écart important, c'est le gros poids du pôle universitaire à Montpellier et dans la région, qui fait qu'on a plus qu'ailleurs des étudiants qui ont des niveaux de vie inférieurs aux autres. On va en reparler justement de ces publics qui sont particulièrement touchés tout à l'heure. Un mot de ces seuils de pauvreté, on entend toujours ce terme seuil de pauvreté. On va donner quelques chiffres quand même sur les seuils de pauvreté qui vous ont servi à cette étude de 2008. Donc ils sont de 950 € pour une personne seule, 1235 € pour une mère célibataire avec un enfant, 1425 € pour un couple sans enfant, pour avoir quelques repères. On n'a pas toute l'étude et puis tous les seuils de pauvreté, mais on est quand même dans des chiffres qui sont particulièrement bas, 950 €, avec notamment les loyers qu'on peut avoir sur notre région ou même sur notre département de l'Hérault, même sur le Gard. Il ne reste plus grand-chose pour vivre. Tout à fait. D'abord, ces chiffres-là correspondent à une norme européenne. Pour pouvoir se comparer dans l'ensemble européen, l'INSEE applique des concepts qui sont appliqués dans tous les pays, ce qui permet les comparaisons. La deuxième chose, en effet, ils sont peu élevés et le reste à vivre est faible. D'autant plus, si je vous donne un autre indicateur, si on prend les 10% les plus pauvres de la population, ils ont au plus 775 € par mois pour vivre. Donc au-delà du seuil, on a aussi dans la région des gens qui ont des très très faibles revenus. Comment on calcule ces revenus? Un petit mot, c'est les revenus rapides, les revenus d'activité, plus les prestations, les aides qu'on peut recevoir, moins les impôts. Donc c'est bien un revenu disponible que les ménages ont. On va voir quelques chiffres. Est-ce qu'il y a une grosse disparité sur les différents départements de la région? Alors, je rappelais le chiffre national qui est de 13%. Donc Languedoc-Roussillon, on l'a dit, 18,1%. L'Hérault est un petit peu en dessous, à 17,5%, alors que le Gard est quasiment au chiffre régional. Comment on explique cette disparité sur au moins l'Hérault et le Gard? Oui, alors sur la Lozère est un peu plus bas, mais entre l'Hérault et le Gard, c'est lié à la structure des emplois. Dans l'Hérault, on a des structures des emplois dits métropolitains supérieurs, un peu plus, beaucoup mieux rémunérés et un peu plus concentrés. Donc c'est des effets de structure de localisation de l'emploi. Dans le Gard, on a aussi des différences dans le Gard. Si on avait regardé, on ne l'a pas fait dans cette étude-là, la zone d'emploi de Bagnols, par exemple, avec une prépondérance industrielle plus importante qu'ailleurs, les revenus sont plus élevés, donc le taux de pauvreté devrait y être plus bas. Donc c'est lié à ces disparités. L'autre différence qui peut expliquer ça, c'est que le Gard est un peu plus rural que l'Hérault, avec la grande métropole. Et la précarité n'est pas qu'urbaine, elle est aussi rurale. Voilà. Si on prend dans le Languedoc-Roussillon, on a dans le monde rural 19% des habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. À l'inverse, dans les premières couronnes des grandes villes, le taux de pauvreté tombe à 12%, moins élevé. Dans les explications que vous commenciez à donner, on va revenir un petit peu plus en détail. Il y a la pression démographique qui est très importante dans notre région. Beaucoup de gens arrivent, mais pas forcément avec un emploi. Ou alors on voit des couples arriver qui avaient 2 emplois jusque-là et l'un des deux se retrouve au chômage et là on a une baisse de revenu général du foyer. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Il n'y a pas de phénomène d'héliotropisme de la pauvreté. On ne vient pas percevoir le RSA à Languedoc-Roussillon. C'est une idée reçue qui est fausse. Si on prend parmi les personnes, en dehors des élèves qu'on enlève, si on prend les nouveaux entrants à Languedoc-Roussillon, 1 sur 2 occupe un emploi. 1 sur 10 est à la recherche d'un emploi et 2 sur 10 vient passer sa fin de vie et de sa retraite à Languedoc-Roussillon. Donc c'est quand même une migration qui est liée à l'activité. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir souvent quand c'est un couple qui arrive, le conjoint n'a pas forcément un emploi et peut se porter sur le marché du travail. Mais ce n'est pas ce qui explique ces taux de pauvreté importants. C'est peut-être un peu le taux de chômage, mais pas totalement, mais pas forcément le taux de pauvreté. Tout à fait. Deux éléments, 2 publics qui sont particulièrement concernés par la pauvreté. Il y a d'abord dans la région, les familles monoparentales, c'est 37%.
c'est beaucoup. Et 25%, vous en commenciez à en parler tout à l'heure, des jeunes de moins de 25 ans. Donc ça peut être le public effectivement étudiant. On commence par ces moins de 25 ans. C'est pas que des étudiants qui sont sous le seuil de pauvreté. Non, c'est pas que des étudiants et les enfants sont touchés par la précarité et vivent dans des ménages modestes ici plus qu'ailleurs. Donc il y a aussi parmi les moins de 25 ans, c'est vrai, le phénomène étudiant, mais on a aussi dans la région plus que la moyenne nationale, les difficultés d'insertion professionnelle qui peuvent du mal à trouver un premier emploi bien rémunéré, de l'emploi un peu plus précaire, des structures d'emploi même rémunérées qui peuvent expliquer cette pauvreté-là qu'on retrouve dans le RSA, par exemple. Les familles monoparentales La famille monoparentale, dans la région, oui, 37% des individus qui vivent au sein d'une telle famille sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est un phénomène national, mais on est un peu plus qu'ailleurs. Il faut voir que le phénomène de monoparentalité est un peu plus fort à Languedoc-Roussillon aussi, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un taux de divorce un peu plus élevé qu'ailleurs. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un peu plus qu'ailleurs des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. Merci beaucoup, Roger Herbiet, d'être venu analyser ces chiffres de cette nouvelle étude de l'INSEE. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, 12h30 pour le Flash. Très bonne soirée à tous.